Colomb n'est pas un génie, mais un homme de son temps. Il s'est appuyé sur le savoir de son époque pour se lancer dans une aventure qui allait non pas l'amener à découvrir l'Amérique, il n'en aura jamais conscience, mais à découvrir une voie maritime transocéanique qui allait changer l'histoire de l'humanité en initiant la première mondialisation. Depuis la prise de Constantinople en 1453 par les Ottomans, qui contrôlent de nombreuses routes terrestres allant vers l'Orient et l'Afrique subsaharienne, et la mainmise des marchands italiens sur une grande partie du commerce méditerranéen, on trouve une colonie de Génois à Lisbonne. Colomb arrive ainsi dans la capitale portugaise en 1477 pour rejoindre son frère cartographe Bartholomé. La ville est alors capitale politique du petit royaume ibérique, mais surtout centre européen de la navigation et des explorations. Avec son frère, il réalise des cartes Portulan, comme celle-ci peut-être, qui date de 1490. Colomb est une sorte d'humaniste. Dans son esprit, il laisse une grande part aux évangiles, tout en prenant pour modèle les anciens, sa carte ici est fondée sur les calculs de Ptolémée, et y ajoute des connaissances médiévales. À droite, on voit ainsi le nom des ports découverts par les Portugais le long du littoral africain jusqu'en 1484, alors qu'à gauche, sur le map-monde, on voit le cap de Bonne-Espérance doublé par Bartholomé Dias. Il utilise aussi les projections mathématiques. Il collecte des renseignements oraux et analyse de nombreux ouvrages. Colomb écrit ainsi : « J'ai consulté et je me suis efforcé de voir toutes sortes de livres de cosmographie, d'histoire, des chroniques, de la philosophie et des autres arts. C'est ainsi que le Seigneur ouvrit mon entendement, comme une main palpable, pour tout ce qui était nécessaire à la navigation d'ici jusqu'aux Indes, en même temps qu'il préparait ma volonté pour l'exécution de son projet. » On a aujourd'hui encore 5 livres à noter de sa main, et lui ayant appartenu, qui prouvent que Colomb est un humaniste. Le premier montre l'importance des croyances dans sa façon de penser. Dans le livre des prophéties qu'il a rédigé à la fin de sa vie, il regroupe ainsi des textes bibliques censés démontrer que la découverte de sa route océanique était prévue dans les Écritures. Colomb connaissait très bien la Bible, mais plus que la lecture des cartes qui en sont extraites et qui ne sont pas fiables pour des marins, c'est la lecture de certains passages qui le marquent, comme celui sur les richesses de la reine de Saba. Il a aussi lu, avant de l'acheter, Le Devisement du monde, livre des merveilles de Marco Polo, ce Vénitien capturé par les Génois qui raconte son voyage en Asie au XIIIe siècle et qui mêle des descriptions précises à de purs passages de l'imagination. Il approfondit d'ailleurs sa connaissance de l'Asie par la lecture de l'Historia Rerum du pape humaniste Pie II, qui recueille les connaissances géographiques les plus avancées de la fin du Moyen-Âge sur l'Asie, ou l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien, écrite au 1er siècle et traduite alors en italien. Mais c'est surtout l'Imago Mundi de Pierre Dailly qui l'a beaucoup marqué. En effet, ce cardinal français écrit vers 1410 que la Terre est ronde et calcule, mal, sa circonférence à partir des écrits de l'astronome perse Al-Farghani. Et il calcule, mal, la largeur de l'Asie, car, à la suite des auteurs grecs anciens comme Ptolémée dans sa géographie, traduite en 1406, il augmente fortement sa largeur. Ces deux erreurs le confirment dans son aventure, car la mer Océane ne semble pas si large à traverser, et ce d'autant plus que Colomb approfondit la fausseté de ces données pour mieux vendre son projet auprès des souverains ibériques. Comme de nombreux érudits et savants d'Antiquité, Ératosthène, du Moyen-Âge, Haï, ou des temps modernes, Martin Béhaim, Colomb connaissait donc la rotondité de la Terre. Par contre, il ne semble pas avoir envisagé l'existence d'un autre continent, alors qu'un mythe de l'Antiquité, celui de l'Atlantide, repose sur cette possibilité, tout comme le récit légendaire du voyage du saint irlandais Brendan à travers l'Atlantique au VIe siècle. Il aurait aussi pu penser à cette éventualité par logique, comme certains anciens ou savants du Moyen-Âge. Il aurait pu enfin avoir eu vent d'expériences bien réelles racontées dans les sagas vikings ou dans les récits de la vie de la princesse islandaise Guthrid, qui avait vécu au Groenland et au Vinland, Terre-Neuve au Canada, et qui, lors de son pèlerinage à Rome au début du XIe siècle, raconte sa vie sur ces terres lointaines. Récits dont 2 versions subsistent à Rome et à Brême dans le Saint-Empire romain germanique. A-t-il jamais entendu parler de ces récits ou a-t-il refusé de les prendre en compte ? On ne le saura sans doute jamais, mais toujours est-il que, comme le dit l'historien Jacques Herz, les idées de Colomb ne s'inscrivent pas à contre-courant. Tout au contraire, elles nous paraissent exactement l'expression normale de la pensée géographique de son époque. D'ailleurs, le Génois pensera toujours être arrivé aux Indes. Ainsi, si certaines villes portent le nom de Columbus,
Si une province canadienne s'appelle la Colombie-Britannique et une république d'Amérique du Sud porte le nom de Colombie, la toponymie est parfois cruelle et le continent s'appelle Amérique, car il aura fallu attendre le négociant et navigateur florentin Amerigo Vespucci pour que s'impose, de manière empirique et à l'aide de calculs astronomiques, l'existence d'une masse de terre très étendue et densément peuplée de l'autre côté du monde connu. Et cela arrivera en 1507 seulement, l'année suivant la mort de Christophe Colomb. Finalement, ce qui distingue le Génois, ce n'est pas son génie, mais l'association exceptionnelle de ses connaissances théoriques, de ses compétences de marin, de ses erreurs et de sa volonté de faire qui en ont fait un homme capable d'affronter l'inconnu.